Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de recevoir à distance Bilal Hassani. Il a tout juste 20 ans et pourtant il a vraiment déjà de quoi impressionner. Par son talent, par son travail acharné, par ses victoires, mais aussi par les combats qu'il a dû affronter. Si Bilal est aujourd'hui connu partout en France, 600K sur Instagram, 200 millions de téléspectateurs devant son passage à l'Eurovision, complet à l'Olympia, les tempêtes qu'il a dû traverser sont à la hauteur de son succès. Du harcèlement scolaire au harcèlement sur les réseaux sociaux, entre autres. Et pourtant, on peut être que touché face à l'intelligence dont il fait preuve, même en plein cœur du cyclone. 20 ans, et sacrément impressionnant, vous dis-je. Après un premier album Kingdom et un livre singulier tous deux sortis en 2019, Bilal sort un nouveau single, Fais le vide. Je suis déjà fan, évidemment. Hello Bilal, comment tu vas ? Ça va super et toi ? Aujourd'hui, ensemble, on va discuter de avant Olympia, avant Eurovision, 2 concours que tu as tentés, The Voice Kids et ensuite X Factor. Alors à chaque fois, t'as perdu, mais t'as appris plein de choses sur le chemin. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça commence ? Alors tout ça commence dans mon école de comédie musicale avec mon meilleur ami Nemo qui décide de m'inscrire au casting de The Voice Kids. Ok. Alors sans me prévenir évidemment parce que moi à cette époque-là je suis encore très timide, j'ai pas d'expérience de scène, je ne suis qu'un élève, je suis en train d'apprendre et de me former et même si je sais que je veux aller très très loin dans ma vie d'artiste, ouais. J'ose pas encore le montrer au grand jour. Ça fait très longtemps, toi, que t'as ce rêve-là. Hein. Dans les interviews que j'ai vues de toi, on a l'impression que ça a toujours été ton but. Bah, ça a toujours été mon but, ouais, depuis tout bébé, en fait. Il y a eu que ça dans ma vie. Ma vie, elle a jamais commencé autrement qu'avec ce rêve. C'était le début de tout. Donc, j'imagine aussi que c'est c'est un rêve qui est tellement énorme que c'est pas facile de se lancer aussi, quoi. Du coup, c'est hyper écrasant de se lancer. C'est ça, t'as envie de faire très très bien et surtout que moi j'avais des objectifs grandioses que j'ai toujours évidemment. Mais à ce moment-là, ça fait très peur parce que t'es au tout début du chemin et tu vois la colline très haute et tu te dis comment est-ce que je vais me retrouver là-bas. Il faut bien commencer quelque part. Est-ce que The Voice Kids c'est la bonne méthode? Ah bah c'est un sacré début en plus. C'est pas des choses à moitié. C'est ça. Et donc à ce moment-là, je me dis bon bah vas-y, fais-le. Et donc je reçois un appel. Ouais. Un matin, je suis à la maison avec ma maman et je reçois un appel d'un jeune homme qui s'appelle Julien, pour être précis, et qui me dit voilà, donc vous avez rendez-vous le 27 août à Bercy pour le casting, nanana. Oh là là. Et donc là, je panique un peu, je fais parce que j'étais pas au courant moi à ce moment-là, et donc ils me disent voilà, c'est Nemo qui t'a inscrit. Et donc je me dis bon bah d'accord. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est presque irréel un coup de fil comme ça quoi. Bah carrément. Donc Nemo, mon meilleur pote, il avait participé à la saison juste avant, donc il connaissait bien l'équipe. C'est pour ça que genre le mec qui m'a appelé, il a essayé d'être genre hyper bienveillant et cool, genre avec moi quand il m'a parlé au téléphone, il était en mode tranquille, pas de pression, donc il a pu vraiment faciliter le transit de l'information, tu vois. J'étais là en mode ok, ça passe, ça va aller, je vais y aller. Génial. Et donc à ce moment-là, je commence à préparer cette audition, je panique un peu, donc on me demande de préparer 2 morceaux de mon choix. Ouais. Donc je suis venue avec Halo de Beyoncé et Rise Like a Phoenix de Queen Stavers. Rien que ça. La chanson que j'ai chantée à l'audition à l'aveugle. Ouais, des grosses chansons, hein. Et j'ai préféré oser. Je me suis préparée pendant 2-3 semaines parce que c'était vraiment pas peu de temps avant qu'il m'avait appelé. Ok. Et donc je suis allée à cette audition, on m'a mis le sticker avec mon numéro. Oh là là. Est-ce que tu voyais les autres candidats à côté de toi ou pas? Ouais, on était beaucoup. En plus, il y avait 6 jours de casting et moi j'étais le numéro 2100 quelque chose. Donc le truc hyper stressant. Ouais, j'étais très très nerveux à ce moment-là. Donc on a fait un petit coaching vocal et ensuite je me suis retrouvé dans la salle avec les casteurs, avec le directeur de casting Bruno Berberes. Ça me fait toujours rire parce que je le croise souvent maintenant et c'est très différent de notre première rencontre.
À ce moment-là, j'étais tout petit et très, très effrayé. Bah oui, t'avais quel âge? T'étais mineur? J'avais 14 ans. Ouais. T'avais 14 ans? Oh là là, le petit bout Ouais. avec le recul. Ouais, j'étais très, très jeune. Et donc j'ai fait cette audition. J'ai chanté mes 2 morceaux et à ma grande surprise, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai reçu une réponse positive immédiatement à la fin de l'audition. Alors qu'en temps normal, tu dois attendre quelques jours, voire semaines pour savoir si tu vas à l'étape suivante ou non. Oh là Donc là, là. ils me l'ont dit direct. Ils m'ont dit c'est bon, euh, tu peux venir pour ce qu'ils appelaient l'audition finale. Donc j'étais Non mais à ce moment-là, je me dis c'est bon, oh my god, c'est ça y est, fait, c'est le début de ma trop bien, carrière, quoi. c'est le début de ma vie d'artiste et tout, nanana. Et bon après je vais pas rentrer dans les surdétails de tout ce qui s'est passé Bien entre sûr. ça et l'audition à l'aveugle parce que c'est des petits moments voilà plein de petites auditions comme ça qui se passent toutes très 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 bien. Ah, il y a Et plusieurs ensuite est auditions avant venu celle à l'aveugle. On se rend bien pas sûr, ouais, il y compte. en a La trois. vache, 3. Ouais. Ouais. Ok, donc Il t'es y a quand même trois petites étapes mentalement t'es avant préparé à celle à l'aveugle, quoi. Il y a un sort de truc un peu carrément. crescendo. Et c'est surtout que en tant que téléspectateur, on se rend pas compte quand on voit quelqu'un ne pas avoir les sièges retournés à une audition à l'aveugle, on se dit ah à peine arrivé déjà parti, C'est ça. mais ils ont déjà fait un grand bout de chemin juste avant. Ah la vache, Et ok. donc voilà, donc moi je suis arrivé au moment des auditions à l'aveugle et je me suis dit s'il y en a pas un qui se retourne, c'est pas grave parce que tes auditions elles se sont trop bien passées, Mais de ouf. donc il y a pas de souci. Voilà. Donc j'arrive le jour de cette audition à l'aveugle avec ma maman. Donc moi à ce moment-là j'habite à Saint-Denis dans le 93 et les studios sont juste à côté. Ok. Donc on y va à pied. Je me rappelle que j'ai bien pris l'air parce que j'étais très nerveux. Donc on a marché 20 minutes jusqu'au studio avec maman pour pas que je stresse trop. Et je me suis retrouvé dans les studios du Landy. Donc voilà les studios de The Un Voice. peu mythique, quoi. Et un peu mythique, ouais. C'est assez stylé parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de Hall of Fame de The Voice et il y a ma photo Ah, dedans. Donc, j'adore. donc c'est un peu stylé de se dire que, voilà, à ce moment-là, j'étais en train de participer à Ouais, ça t'as sans tellement savoir ce envie de qui dire se passait, à quoi. petit Bilal, t'inquiète, Bilal, t'auras ta photo. Ça fait tellement Ça ira. plaisir. Et, et donc voilà, donc je me suis fait quelques copains, j'avais patienté beaucoup et est venu le moment de l'audition et je peux t'avouer que j'ai failli me faire dessus quoi, Ah bah j'étais bien sûr. terrifiée. J'arrive sur scène et c'est la première fois que je chante devant un public aussi large, il y a quand même 500 personnes dans ce public Ouais. et c'est beaucoup plus que ce que j'ai pu faire ce que j'ai pu jamais faire enfin voilà, c'était assez impressionnant. Et t'avais donc 3 sièges dos à moi avec écrit Patrick Fiori, Jennifer et Louis Ah là Bertignac. Et donc à ce là. moment-là, tu te dis, ils sont juste devant moi, mais je ne peux pas les voir. C'est un peu flippant. Donc voilà, l'ambiance était pas ouf dans ma tête à ce moment-là. J'avais très très peur. Tu m'étonnes. Tu te dis Mais quoi pour essayer de te chauffer avant d'entrer en scène? Vas-y, donne-nous ta technique pour pas te ouais, dégonfler. honnêtement, j'étais tellement terrifié que j'arrivais pas à penser. Donc je réfléchissais à rien. J'étais un petit peu dans le vide et j'avais les mains toutes moites et donc la musique s'est lancée. Il y a eu le tadadada, tadadada. Et dès qu'il y a eu ça, j'ai fait, je sais pas, j'ai pris une inspiration et c'est venu tout seul. En Hmm. fait, c'était soudain. Genre la musique a commencé et ça m'a pris, on va dire. Et, euh, et donc, à ma grande surprise, tous les coachs se sont Oh retournés. mon Dieu. Donc Ça, c'est le c'était truc auquel on rêve, mais on n'ose même pas espérer demander, quoi. ouais, c'est exactement ça. Moi, j'en voulais peut-être un, tu vois, et même si j'en avais pas, c'était pas grave. Donc de les voir tous se retourner, j'étais vraiment super content. Donc à ce moment-là, tu commences à dire ah bah alors c'est là, c'est maintenant, c'est ça qu'il faut que je fasse et tout et tout. Et donc je continue à me préparer et viennent ensuite les battles. Et à ce moment-là, je perds. Donc à l'époque, c'était The Voice Kids, c'était très très court, c'était un format où il y avait audition à l'aveugle, battle et finale. Donc il y avait une grosse élimination sur les battles et donc malheureusement j'ai pas pu aller plus loin et je me rappelle qu'à ce moment-là j'étais un peu dévasté.
Qu'est-ce que tu t'étais dit dans ta tête entre le moment où les 4 juges se retournent? J'imagine que ça donne presque un excès de confiance en soi, quoi, sur le coup, non? Pas vraiment, pas vraiment. J'avais pas un excès de confiance en moi. J'étais plus euh, euphorique et un petit peu surpris. Surtout surpris. J'étais assez choqué de me voir avoir cette position-là, surtout que j'étais pas habitué, en fait, on va dire, à ce genre de choses-là. Et donc, je me dis, c'est bon, mais ça fait du bien quand même de gagner, de réussir et tout et tout. Et, euh, et on va dire que l'échec de cette battle, ça a été un petit peu un coup de massue, genre, pour me remettre à ma place. À ce moment-là, j'ai fait, OK, donc c'est ça la vraie vie. Ouais. C'est comme ça que ça doit se passer. Et, euh, et donc, ouais, c'était assez négatif. Mais ce que je me suis dit à ce moment-là, c'était que enfin, je trouvais ça vraiment dommage sur le coup. Et j'étais vraiment, vraiment triste pendant, on va dire, 1 semaine et demie. Tu Et, étais euh, triste et, parce que est-ce que tu étais parce que triste j'avais perdu. parce que tu avais perdu, parce que tu étais déçu de ta performance, parce que tu étais triste de quitter une aventure qui te plaisait? Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Alors, là, à ce moment-là, honnêtement, je pensais que ma performance était très, très bien et j'avais l'impression que j'étais extrêmement méritant sur le moment, évidemment. Bien sûr. Et donc, j'étais assez abasourdie. J'étais là, oh, mais ça se fait pas, c'est pas juste et tout. Mais après, j'ai pas pleuré. J'étais quand même déjà à ce moment-là assez, on va dire, mature parce que dans la formation que j'avais dans l'école où j'étais, il y avait des examens tout le temps et donc il y avait ce truc un petit peu de notes et ce côté très académique dans le métier, en fait, que je voulais faire. Donc après, il y a eu cette remise en question où je me suis dit peut-être que j'ai pas été assez bon. Euh, et ensuite est venu on va dire ce qu'on appelle l'outcome hyper positif de ça. Et je me suis rendu compte que c'est ma force, en fait, et que je vis ça tout le temps. Mais c'était vraiment la première fois que ça s'est manifesté. Au bout d'une petite semaine après cet échec où j'étais déçu de moi-même, il y a eu ce déclic où je me suis dit, il faut que je leur prouve le contraire. Alors, il faut que je cravache, il faut que je travaille 2 fois plus dur. J'adore la force de vie énorme. Ben c'est bizarre parce que je me sentais pas. Donc tu m'aurais demandé de faire ça 3 jours avant, je me serais pas senti capable. J'avais même pas envie de sortir de mon lit. Et d'un seul coup, j'ai eu ce déclic et je me suis dit, ok, alors je vais commencer à écrire des chansons. Et je vais sortir. Mon objectif, c'était de sortir une chanson le jour de la diffusion de ma perte. Ok. Sur Donc YouTube? c'était ça mon objectif. Sur les plateformes, partout. C'était ça mon but. Ok. Et ce que j'ai fini par faire, c'est tout un EP. Oh putain. Donc, que j'ai pu sortir. Comme quoi la Donc, voilà, créativité se loge aussi dans les moments de down. Hein. Ouais. Bah, c'est là que ça se manifeste, on va dire, le mieux, malheureusement, mais finalement, heureusement. Parce que justement, t'as cette motivation, t'as cette rage de prouver aux autres et surtout de prouver à toi-même que tu vaux quelque chose. C'est clair. Et donc, j'ai écrit et composé toutes les chansons seul. Je me suis enregistré avec mon prof de guitare qui avait un petit gear de genre mic et tout, un petit setup. Et donc j'ai pris des cours pour apprendre comment produire ma voix correctement pour un enregistrement en studio et tout. J'ai conceptualisé tout le truc, donc j'ai travaillé très très dur. Et donc je me rappellerai toujours, c'était le 16 octobre 2015, le jour de la diffusion de ma battle. Donc je perds et je sors cette EP sous le nom de Bilal, donc, qui s'appelle Portrait de famille. Si un jour tu veux aller l'écouter, c'est trop cool. des petites merveilles d'un enfant qui essaye. Il faut déjà un sacré courage pour se lancer, parce qu'on est combien à l'âge de 14 ans à arriver de faire ça? Chapeau, quoi, tu te rends compte? Et j'en suis très très fier en plus de ce que j'ai fait sur cette EP. Même si évidemment j'étais complètement novice, mais j'étais très content et donc j'ai pu sortir ça. Et l'outcome extrêmement positif de ça, c'est que cette EP s'est retrouvée à la 5e place du top album iTunes France. Mais non. Donc ça, c'était un truc assez fou. Et Portrait de famille était en trending topic sur Twitter. Et c'est en fait à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'arrivais à bien maîtriser les réseaux sociaux et que je pouvais engager une communauté. Ok. Et donc c'est grâce à l'échec de cette battle que j'ai pu enregistrer cette EP
que je l'ai sorti et que j'ai fait mon marketing seul sur mes réseaux sociaux. Oh la vache. Et que ça m'a donné l'envie de me lancer sur les réseaux sociaux. Donc j'aurais pas perdu The Voice, peut-être que j'aurais jamais commencé YouTube. Et c'est pour ça, c'est des effets boule de neige en fait. Et tout s'enchaîne comme ça depuis le début de ma vie en fait. Mais tellement, et toutes les erreurs qu'on commet malgré nous aussi bien souvent nous emmènent dans un chemin auquel on n'aurait jamais pensé et auquel on ne serait jamais allé sans ça. C'est un truc de dingue. Et puis c'est hyper intéressant de se dire que le moment où tu espères rencontrer le succès, donc avec The Voice Kids, bah ça fonctionne pas comme tu l'espères. Et le moment où tu lâches prise, où tu te fais kiffer, tu es créatif, ça te donne de la force pour juste faire quelque chose qui te fait plaisir, t'es numéro 5 sur iTunes. Et ça, c'est un truc de ouf. Moi qui ai un podcast et qui espère toujours être dans le top 100 des podcasts les plus écoutés, ce qui m'arrive assez régulièrement, je sais à quel point c'est compliqué de l'être. Alors top 5, c'est incroyable. C'est génial. Non, mais j'étais très très surpris. On avait eu, j'étais surpris surtout que j'avais pas de maison de disques, pas de label, rien. J'étais vraiment tout seul, moi, ma chambre, mon ordi, et ma maman qui essayait de superviser un petit peu tout ça, et surtout qui m'a aidé à financer les enregistrements et tout et tout. C'était un tout petit coût évidemment, mais quand même. Donc c'était un peu surprenant. Ce qui s'est passé ensuite. Ouais. C'est que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en me disant que si je partageais des moments de vie et ma musique, je pouvais créer, on va dire, ma propre communauté de fans et pas avoir à on va dire, me reposer sur les épaules d'un label et ou pouvoir maîtriser, ou un truc comme ça. Bien sûr, et pouvoir maîtriser de A à Z aussi les chansons que tu souhaites offrir et voilà, que ça soit 100% ma créativité, mon imagination et ce que je voulais faire. Donc à ce moment-là, j'ai lancé cette chaîne YouTube et ça s'est très 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 bien passé parce que j'ai eu, il me semble, c'était 30 000 abonnés sur la première semaine. Non mais c'est dingue, c'est dingue. YouTube. Ouais, c'était complètement fou. Sans l'aide de personnes, j'avais posté deux vidéos. Une vidéo où je racontais justement mon expérience sur The Voice Kids et un cover de Side to Side de Ariana Grande. Immédiatement après ça, je décide de sortir un single qui s'appelle Wannabe. Donc je le sors sur YouTube et sur les plateformes en janvier 2017. Et donc à ce moment-là, je me dis, il faut que je tape fort et donc j'ouvre une date aux Étoiles à Paris. Ok, wow. Avec 40 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et un single sur Spotify, je me dis on va le tenter et on va le faire. Et ce qui est un grand pas parce que c'est une chose et c'est hyper fort hein, déjà de produire tout ça sur YouTube, mais de passer de ton écran au concret face à des gens, c'est encore une étape supplémentaire. Carrément, et même c'était surtout le fait, est-ce que les gens seront au rendez-vous? Mais je me suis dit, il vaut mieux que je fasse ça extrêmement tôt dans la création de ma chaîne YouTube pour créer un vrai lien tangible avec les gens qui me suivent, plutôt que de rester sur un truc à distance et un jour, dans très longtemps, monter sur scène. Donc, je lance cette date en me disant, peut-être qu'il y aura 50, 60 personnes, mais c'est déjà ça. Et finalement, on remplit les étoiles, sans tourneur, sans rien. Donc c'était assez surprenant. Donc, je me dis, OK, super. Donc, je fais ce concert, ça se passe très bien. Et je continue mon petit bout de vie, sur ma chaîne YouTube. Au bout de 7-8 mois, je dépasse la mythique barre des 100 000 abonnés. Ouais, bravo. Et merci beaucoup. Et donc, je continue à poster des covers, des chansons originales, des vidéos, etc. Tu bosses beaucoup, concrètement. Il y a beaucoup de travail. Ouais. En étant au lycée en parallèle, donc en première terminale. Et en étant en horaire aménagé. Donc, le matin, j'allais au lycée. L'après-midi, je continuais à aller dans mon école. Donc, l'AID, l'école où je faisais donc tout ce qui était chant, danse, comédie, théâtre, etc. Donc, c'était un planning déjà très chargé à l'âge de 16-17 ans. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me dis, OK, c'est bon, je suis prêt. Il faut que je me fasse signer, etc. Et j'ai commencé à toquer aux portes de beaucoup de maisons de disques
qui m'ont tous, on va dire, claqué la porte au nez, parce que en citant grossièrement, on me disait que mon projet il se vendait pas, que c'était un petit peu compliqué de vendre un projet comme le mien parce que c'était un projet YouTube, parce que Eh ben, c'est parce que ça allait innovateur, être dur ça. de vendre carrément. Que ça allait être difficile de me vendre aussi parce que j'étais un garçon d'origine maghrébine et que avec mon orientation sexuelle et le fait que j'étais plutôt outgoing, extraverti, etc. C'était des choses qu'on me disait que les Français allaient pas être prêts à recevoir ça, alors qu'en réalité, moi j'avais déjà mon audience et je Mais savais que c'était tout ce qui faisait ta j'avais déjà force, au contraire. Ouais, carrément. Mais donc, vu que c'était assez difficile de mettre ça en place et que les labels, ils faisaient pas trop confiance à mon projet. Ça devait être très, très violent aussi de se voir fermer la porte pour ces raisons-là, parce que c'est vraiment ces raisons-là qui font que tu es toi, quoi. C'est ton identité la plus profonde qui est remise en cause. Mais qu'est-ce que c'est violent, non? Non, mais ça l'est évidemment, mais en même temps, je préférais entendre ça. C'est bizarre, hein, ce que je vais dire, mais je préférais entendre ça que ta musique c'est nul et ce que tu fais c'est super nul et on n'en veut pas. Parce que ce qui se sentait, c'était que les compos, etc., que je faisais, tout ce que j'écrivais, etc., c'était bien. Même, on m'a même proposé de signer en auteur et de commencer à travailler pour d'autres. Non, Mais donc, je me disais, ok, j'ai du talent, ils sont juste pas prêts à le recevoir. Ouais, ils sont juste donc, un peu cons. pas très grave. Ouais. Voilà. J'irai pas jusqu'à dire ça parce que... C'est pas toi qui l'as dit, c'est moi. Voilà. Pas moi. Mais donc, à ce moment-là, je me dis, si les Français sont pas prêts, je vais aller en Angleterre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller faire X Factor. Donc, je passe le casting, le fameux casting. Donc là, c'est encore, c'est une audition avant la vraie. Et donc, je suis arrivé à Londres et j'ai eu 2 auditions dans une même journée. Donc, il y avait une élimination assez drastique entre la première et la deuxième audition. On était, je pense, 5-6 000 sur la première et plus que 50 sur la deuxième. Oh la vache, ok. Donc, c'était assez violent. C'est pas la même chose qu'en France. C'est assez intense. Ah ouais, t'as trouvé ça plus... Ouais. Puis surtout, c'est adulte. Moi, j'avais fait The Voice Kids, donc peut-être que The Voice adulte, c'est intense. Hein, bien sûr. Là, j'étais sur un truc pour les grands. Et donc à ce moment-là, je passe la première audition, je chante Crazy in Love de Beyoncé, ça se passe très 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 bien. Et je passe cette deuxième audition et ça se passe encore très bien. Donc il y a un troisième casting et c'est à ce moment-là que je vais rencontrer, on va dire, les personnes un petit peu plus haut placées dans ce système-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, je me dis, bon, j'ai toujours eu ce petit fantasme depuis que je suis tout petit. Quand je m'imaginais en tant qu'artiste, je voulais toujours avoir les cheveux longs. Mais malheureusement, mes cheveux naturels, ils étaient pas assez beaux pour moi. Et donc, je me dis, je sais que je peux pas faire ça en France, mais bon, à Londres, ça devrait passer. Évidemment, bien sûr. Et donc, je décide de commander ma première véritable perruque. Tellement cool. Qui est une perruque rouge. Et donc, je vais à l'audition. Pareil, comme t'as fait Beyoncé à ton premier truc, le gars, il part tout de suite sur une perruque rouge. J'adore. Voilà. Sans concession. Et puis, c'est la couleur des X Factor. Donc, je me dis ça. Oh là là, mais t'es tellement intelligent, t'es tellement doué sur la partie marketing. Je t'embauche quand tu veux. Le gars a tout compris. Mais donc, les auditions se passent très bien et vient le moment où je vais faire cette audition à la Wembley Arena. Donc, c'est quand même assez énorme. Devant Simon Cowell, entre autres. Et donc cette audition, c'était difficile parce que la journée était très longue et que je suis passé le tout dernier de la journée de tournage. Donc, je suis passé à 23h45. Oh mon Dieu. Donc, le public était fatigué, les jurys étaient fatigués. C'était un petit peu une ambiance, voilà, pas dingo. Mais heureusement, l'audition s'est très bien passée. Et donc, j'ai reçu 4 yeses. Donc, j'ai eu que des... D'accord. Oui, donc j'étais très très content. Donc clair. là, à ce moment-là, je suis assez surpris. En plus de ça, dans le panel de jury, il y avait Louis Tomlinson des One Direction, et moi j'étais un peu fan des One Direction avant. Donc de le voir, c'était assez surprenant. Donc voilà, j'étais plutôt content du résultat de cette audition. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que
donc j'ai reçu un mail donc de X Factor 2 semaines après, Ouais. au moment où j'étais en chemin pour retourner à Londres, parce que je rentrais en France entre-temps. Ok. Et donc au moment où je suis arrivé à Londres, j'avais reçu le mail, mais je l'avais pas ouvert. Donc voilà, il faut ouvrir ses mails. Et Première j'avais reçu leçon du jour. Je note. voilà. Et donc je reçois un appel et on répond quand on vient d'arriver à Londres avec ma maman et Spark Dice, Johan, mon meilleur pote, qui nous accompagnait. Et donc ma mère me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc je réponds et le monsieur me dit hi, this is Bill from the X Factor et tout. Et donc, Avec l'accent bien. et donc je suis content de l'entendre. Je me dis alors c'est quand qu'on tourne et tout, et donc il me dit alors malheureusement donc en gros ils étaient sur donc là X Factor en Angleterre ça existe plus hein. Et parce qu'à ce moment-là ils étaient dans une sorte de baisse d'audience en fait. Dieu. Et donc ils ont décidé de cutter un petit peu certaines étapes Oh mon Dieu. de l'aventure et de faire des épisodes plus courts et de passer plus vite l'émission. Et donc à ce moment-là, ils ont décidé de cutter une grosse partie des participants. Et ils m'ont dit, vu que t'es étranger et que t'es certainement pas encore à Londres, on voulait juste te prévenir que t'es pas obligé de venir pour le tournage de la prochaine étape. Mais what the fuck? Et donc ouais, c'est un peu louche. Mais à ce moment-là, je suis un peu surpris et déçu. Parce que surtout, je suis arrivée à Londres. Bah ouais, et puis tu t'es chauffé, c'est assez stressant comme ça pour qu'en plus on te dise non quand t'es prêt à monter dans l'arène, quoi. Ouais, carrément. Et donc voilà, donc c'est comme ça que mon aventure X Factor s'est finie. Et donc j'étais, on va dire, très déçu à ce moment-là. Je t'avoue que là, c'était vraiment un gros coup de massue parce que je m'étais dit là, c'est bon, je suis prêt. J'avais 150, 200 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je me disais, je vais pouvoir engager mon audience, les emmener dans cette aventure d'X Factor avec moi. Ça va être super cool et tout, là. Mais attends, j'avais pas compris ce passage-là. Je pensais qu'on t'avait fait sauter des étapes, mais on t'a carrément fait sauter tout court. Après avoir eu les 4 sièges. Voilà. Ok. Wow. Donc c'est comme ça que mon aventure X Factor s'est terminée, en fait. Mon Dieu, mon pauvre. Ouais, ben c'est bon, là aujourd'hui, je suis pas Bien du tout, sûr. je suis très content de pas avoir continué parce que cette saison, j'ai pas envie de juger trop, mais ça s'est pas très bien passé et finalement ils ont arrêté de diffuser X Factor en Angleterre. Donc c'était un signe du destin, il fallait pas que je participe à ça. Mais donc. Mais ouais, sur le coup, t'es arrivé à Londres. T'as eu les 4 sièges, donc tu prends un peu confiance en toi, tu te sens à ta place, et on te dit non, tu sais quoi, pas la peine de venir. Merci beaucoup et bonne journée. C'est quand même malgré tout très violent. Ouais. C'est très violent, ouais. Et donc on dort à Londres et on rentre à Paris le lendemain. En plus, ça c'est des détails, mais on n'avait pas spécialement les moyens. Moi, je suis pas. C'est un gros détail. Je suis d'un milieu hyper aisé, donc on partait en bateau à Londres. À chaque fois. Bien sûr. C'était pas la folie. On dormait dans des même pas des hôtels, c'était des auberges de jeunesse parce qu'ils nous payaient pas les déplacements tant qu'on n'était pas arrivé au live, il me semble. Donc c'était même coûteux et tout. Donc on était super déçus. Maman, elle était super triste et tout. Et puis tu dois te sentir un peu mal aussi quand tu te dis bah merde, j'ai été soutenue par ma maman qui a fait l'effort de me soutenir jusqu'au bout. C'est un peu dur de pas. J'étais trop triste pour elle, carrément. J'étais en mode purée, elle se déplace, elle paye et tout, elle m'aide à vivre ce rêve et je suis même pas fichue de réussir et tout. Donc j'étais assez dégoûtée et je suis rentrée à Paris un peu déçue. Mais à ce moment-là, ça me l'a refait. Donc c'est une sorte de clic. Ok. Où en gros j'étais en train de commencer à faire mes vidéos sur YouTube et à ce moment-là, je me suis dit bah tu sais quoi, de la perruque, je vais la porter sur mes vidéos. Et je vais être comme ça et ça le fera et tant pis. Et donc je rentre à Paris et tout, donc je mets ma perruque, je commence les vidéos. Au début les gens les reçoivent bien, mais il n'y a pas trop de réaction. Et le moment où il se passe vraiment quelque chose de particulier, donc c'est vraiment 2 semaines après être rentré à Paris, donc de Londres. Toi t'as un truc avec les 2 semaines, hein. ça provoque un truc. Très 2 semaines, ça provoque un petit peu quelque chose. Donc, j'arrivais pas à dormir. Il était 6 heures du matin et je me réveille et je fais mon Dieu, il faut que je fasse un cover de Dja Dja. Énorme.
Et donc à ce moment-là, je me dis, ok, fais-le. Donc je rentre chez moi, j'enregistre avec mon micro, parce que là, à ce moment-là, j'avais déjà mon matériel à la maison, donc je m'enregistre, je le fais mixer, je filme l'après-midi avec ma pote Léna Situation, Ouais. et, des vidéos aussi. Qui cartonne Et donc, tout autant. carrément. Donc là, à ce moment-là, Léna et moi, on est tout petits, on est encore des petits de YouTube. Et donc elle vient, elle m'aide à filmer dans un coin de rue du 18e arrondissement. Et je poste le soir même en me disant, bon, voilà, tout le monde s'en fiche. De toute façon, j'ai perdu, j'ai pas réussi à faire X Factor. Ma carrière dans la musique, elle est fichue. Mais j'ai acheté ma perruque, donc fais pas chier, je vais au bout du truc. Voilà. Donc je sors la perruque et je fais ce cover, mais vraiment, je l'ai fait pour rire. C'est-à-dire, je me suis pas du tout pris au sérieux. Ah ouais. Et je l'ai enregistré sans prise de tête, quoi. Et donc, au bout d'une heure, il y a 200 000 vues sur le cover. Au bout d'une heure? Au bout d'une heure, ouais. Et Aya Nakamura l'a partagé sur Instagram et Twitter. Donc, à ce moment-là, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, en un peu plus d'une journée, il avait le million et donc, c'est devenu un truc un petit peu mythique pour moi. Donc, à ce moment-là, tout le monde en parlait. J'ai eu beaucoup de presse autour de ce cover-là. Et j'ai eu donc j'ai eu une apparition sur Touche pas à mon poste, il me semble, vous avez fait un segment dessus et tout. Donc il y avait tous ces petits trucs là qui étaient assez surprenants, mais j'étais très choquée de me dire que c'était ça le truc qui allait faire mon big break. Donc à ce moment-là, je me dis donc c'est ça mon big break et en fait pas encore, mais c'était des étapes en fait, c'était en progrès. Donc tout ce qui se passe là, c'est entre août et décembre. Entre août et décembre, il y a cette rencontre que je vais faire avec le groupe duo Madame Monsieur, qui me présente à leur producteur. Donc ce mec-là me rencontre et donc il me dit donc tu fais de la musique, je fais ouais, il me fait tu fais quoi comme musique, je fais bah plein de choses. Donc je lui sors mon ordi avec 200 démos dedans parce que j'arrêtais pas d'enregistrer tout le temps, tous les jours, moi j'enregistrais des chansons et donc je lui fais écouter une petite sélection, il me dit OK, super, bon ben on fait un album. Et donc, je fais quoi? Et à ce moment-là, je suis un petit peu choquée parce que c'est jamais allé jusque-là pour moi, un rendez-vous en maison de disque. Et là, à la fin de 45 minutes de rendez-vous, il me dit, OK, on est chaud, on y va. Alors que je suis sûre, t'étais parti dans le rendez-vous en te disant, j'en suis sûre que c'était un premier rendez-vous, on verra, et le gars est déjà sur un album, quoi. Je me suis dit, le Pecno, il va me recevoir, il va dire, c'est bien, la perruque, c'est rigolo, allez, au revoir. Et il me dit, on fait un album. Donc, je serais toujours extrêmement reconnaissant d'avoir rencontré ce mec-là et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, un matin, il m'appelle, il me dit, viens au label. Donc, c'était avant même qu'on signe le contrat et tout et tout. Et il m'appelle et il me dit, OK, j'ai juste un mot à te dire. Je dis quoi? Il me dit, Eurovision. Et donc là, je fais, ah bah oui, évidemment, bien sûr. Et donc il me dit, donc il me regarde dans les yeux et il me dit voilà ce qui va se passer. On va sortir, on va envoyer une chanson pour essayer de te faire l'Eurovision. Tu vas faire ce concours, tu vas le gagner. Tu vas aller à l'Eurovision, tu vas sortir un album et tu vas partir en tournée. Et ça va être ça ta première année de carrière. Et je lui dis mais t'es complètement malade. Et le truc qui est fou, c'est que c'est exactement ça et encore plus ce qui s'est passé. Incroyable. Donc c'est un truc de fou en fait. Après on s'est retrouvé à enregistrer Roi, donc que j'ai écrit en me disant bon on verra. On l'a envoyé littéralement le jour de la deadline. On l'a enregistré la nuit et on l'a envoyé à 6h du matin et à midi il y avait la conférence de presse pour annoncer les participants au concours Destination Eurovision. Et ils nous ont validé le truc 2 heures avant la conférence de presse. Donc jusqu'à la dernière minute je savais même pas si j'allais participer ou pas. Tout est allé très 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 vite. Donc ensuite on sort Roi et heureusement que j'avais fait ma chaîne YouTube que j'aurais pas fait si j'avais pas perdu The Voice Kids. Mais tellement. Parce que grâce à ma chaîne YouTube, j'avais à ce moment-là 400 000 abonnés. Donc des gens qui ont suivi mon aventure et qui sont poussés avec moi à voter pour qu'on puisse gagner Destination Eurovision, qu'on a remporté haut la main grâce au public, grâce au vote du public et heureusement que j'ai fait ce X Factor et que j'ai osé mettre ma perruque à Londres parce que je l'aurais pas mise à Londres, je sais pas si je l'aurais mise à Paris parce qu'aujourd'hui je suis l'artiste que je veux être en étant signé et en faisant la musique que je peux écrire et en imaginant mon univers 100% moi, sans me restreindre. Et donc en fait,
toutes ces petites failures, tous ces petits échecs-là, ils ont forgé exactement l'artiste que je suis aujourd'hui. Et je serais pas cette personne-là si j'avais pas vécu ces moments-là dans ma carrière. Donc c'est ça qui est complètement fou et qui me fait vraiment aujourd'hui jubiler quand il m'arrive quelque chose qui se passe pas comme prévu. C'est pour ça que quand je me suis retrouvé sur la scène de l'Eurovision et que j'ai pas gagné, j'ai fait c'est super, ok, c'est génial. Il va se passer quelque chose de fou dans les semaines, dans les mois à venir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé à enregistrer mon deuxième album à ce moment-là. J'ai pu sortir une réédition. J'ai écrit un morceau avec Slimane et j'ai gagné un Energy Music Award à la fin de l'année. Oh là là, Bilal, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et je pense qu'après, c'est une question de mentalité aussi. Quand tu prends ton échec comme un échec et tu le laisses être un échec, tu vas t'apitoyer sur ton sort et il va rien se passer de bien pour toi. Il faut savoir essayer de trouver le bout du tunnel dans ce qui se passe de négatif. Mais je pense aussi que toi, tu marches beaucoup à l'instinct, déjà pour commencer. J'ai l'impression que tu fais les choses qui te font kiffer et donc forcément, c'est le truc qui sort un peu de tes tripes, quoi. Carrément. Ben moi, c'est toujours l'instinct et le destin. Moi, je crois beaucoup au destin. Je laisse souvent le courant de la vie porter un petit peu les événements et je me dis juste kiffe ce que tu es en train de faire et tu verras. Et de toute façon, il faut laisser les étoiles s'aligner, les choses se passer pour que voilà, je cherche pas à forcer le destin et je vis un petit peu plus sur des impulsions un petit peu et des moments un peu d'euphorie. Et chaque petite étape de cette histoire-là, j'imagine que ça doit vachement te donner confiance pour le futur. Alors, pas confiance dans le fait que tu vas toujours réussir désormais, mais plutôt que ça te mène à quelque chose d'intéressant quoi qu'il arrive, non? Justement, c'est ça exactement. Moi j'ai pas peur du flop, j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur de la chute. Au moment où je chute maintenant. J'ai toujours cette petite appréhension avant. Donc là, par exemple, tu vois, je sors le premier single de mon deuxième album. Je suis terrifié. Donc je parle tout le temps avec mes potes et je suis toujours en train de leur dire oh mon Dieu, mais imagine ils détestent et tout, imagine c'est trop nul. J'ai encore ces choses avec la confiance en moi qui est pas encore arrivé à son pic, mais c'est normal parce que je suis encore très très jeune et jeune dans ma carrière. Et puis ça fait pas de mal aussi d'avoir une part d'humilité et quand on doute, on fait de belles choses aussi. Donc tant mieux que tu gardes cette fraîcheur et ce regard sur toi aussi. Carrément. Mais surtout le truc qui me rassure, c'est que je me dis, je sais déjà que si ça se passe pas comme prévu, je vais pas être déçu. Je vais limite sourire et me dire genre ok, qu'est-ce qui me prépare, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, et c'est ça qui est vraiment le kiff aujourd'hui et qui fait que je suis moins inquiet. C'est génial, c'est une vraie leçon de kiff et d'optimisme et de je sais pas, de confiance en la vie. Ça fait vraiment du bien d'écouter ça. Je crois que je vais me repasser cet épisode ce soir et le réécouter. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a peut-être pas encore connu les échecs que tu as connus et qui t'ont permis de comprendre cette très grande leçon-là? Quelqu'un qui a envie mais qui ose pas vraiment, tu vois, qui est encore un petit peu dans ce trouble-là. Mais je pense que ça matche super bien avec le nom de ce podcast, mais les échecs, c'est pas des échecs, c'est des leçons, en fait. Il faut savoir se servir de ces échecs pour cultiver quelque chose de plus grand après. C'est ce que ma mère, elle me dit toujours. Là, t'es en train de semer les graines et tu verras plus tard la forêt pousser. Il faut attendre un petit peu pour voir les arbres qui poussent et voir tout marcher. Tout va pas se faire en un claquement de doigts. Et quand tu vas semer les graines, et ben voilà, il va pas pleuvoir pendant très longtemps. Donc tu vas dire, oh mon Dieu, mais comment ça va pousser? Et d'un seul coup, tu vas avoir l'averse de ta vie. Et d'un seul coup, tout va se mettre à pousser et tout va arriver par magie, en fait. Donc il faut laisser le temps au temps et il faut toujours prendre les échecs comme des leçons. Et jamais au moment auquel tu penses que ça va arriver. Ça, c'est un grand truc aussi. Carrément. Après, des fois, ça arrive au moment où tu penses que ça va arriver et d'autres fois, non. Mais c'est vrai que ça arrive moins souvent quand tu es persuadé que c'est maintenant. C'est ça qui
finalement un petit peu cool et jubilatoire en fait. Même enfin, il faut le prendre comme ça. Il faut se dire ah là là, c'est au moment où tu t'y attends pas que ça te tombe dessus. C'est clair, comme pour l'amour, tu sais, on répète tout ça, mais en fait, c'est tellement vrai. Carrément. Elle est très chouette, ta maman. Tu lui feras un bisou de notre part. Elle dit des choses très intelligentes. Elle suit son fils jusqu'en Angleterre pour aller à X Factor. Eh ben, je dirais à maman que vous lui faites des bisous, alors. Merci beaucoup, Bilal, pour cette sacrée leçon de vie. Tu nous as motivés. Enfin, moi, la première, en tout cas, là, je suis remontée à bloc grâce à toi. Je t'engage quand tu veux pour faire mon marketing et ma communication. Je sens que t'as une fibre, hein, quand même, il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose, mais avec plaisir. Top. Merci beaucoup, prends soin de toi. Merci. Et puis on va écouter tous, on va streamer beaucoup ton nouveau single et je te souhaite le meilleur pour ton deuxième album. Merci. Merci Salut. beaucoup. Levez la main si vous êtes impressionné vous aussi par la persévérance, le courage et plus généralement le parcours de Bilal. Non mais baissez la main, je plaisantais, c'est un podcast, je peux pas vous voir. Anyway, pour découvrir les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. Et puis si vous voulez rajouter quelques puntos à votre karma, on sait jamais, ça peut toujours servir, mettez-moi 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. D'ailleurs cette semaine, c'est Hust qui m'écrit, un podcast qui parle d'humain, d'humanité et de fragilité, qui a la conséquence géniale de nous rendre plus forts au quotidien. Un peu d'amour de soi et des autres, qui fait un bien fou dans un monde où on doit se battre entre nous. Discussion d'utilité publique dont on aura besoin dès l'enfance. Pauline est une personne top. Et Montmartre, dans le cœur bien sûr. Bah ouais, Montmartre, passion Montmartre, forever évidemment. Merci beaucoup à toi pour ce message. Merci à vous pour tous vos relais à chaque fois. Quand un épisode sort, ça me fait tellement plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode.